Je vais donc connecter cela puisqu'il y a des expériences de réussite au niveau national qui on peut accomplir, qu'on peut atteindre des revenus fiscaux très bons, donc à travers une taxe nationale sur l'économie digitale. Et cela me permet de lier avec la prochaine présentation, le docteur Polonius qui va nous parler de l'expérience nigérienne, avec l'imposition d'une taxe direct sur l'économie numérique digitale et pourquoi le Nigeria a-t-il refusé d'appliquer ou de mettre en œuvre le pilier 1 de l'OCDE. Est-il possible ou peut-on aussi continuer uniquement à adopter une, une taxe numérique tout en ignorant le reste des aspects qui concernent la coopération. Aussi, cela pourra aussi aider le Nigeria sur la question de collecte de données et de ne pas tomber dans le piège de la double imposition. Donc, je donne donc la parole au docteur Paulinus. Allez-y, monsieur, vous avez la parole. Je voudrais remercier les organisateurs de ce programme. Je voulais aussi remercier les présentateurs qui ont déjà fait leur présentation avant moi. C'était donc une conversation très intéressante ici. Oui, c'est très, très important qu'on ait ce type de discussion, puisque l'Afrique en particulier porte le fardeau de beaucoup de défis de développement et tout cela fait qu'on a pour les ressources fournies disponibles pour le gouvernement et aussi pour qu'on puisse avoir du développement dans les différents domaines de l'économie. Pouvoir, je ne vais pas traiter de ce parti-là parce que cela a déjà été discuté par les autres orateurs. Donc, encore une fois, je me présente. Je m'appelle Paulinus Yika. Donc, je travaille pour l'organisation fiscale du Nigeria. Je voulais donc partager mes idées sur cette question. J'ai trois objectifs principaux. L'un était de répondre à la question concernant quelles sont les mesures qui rendent la mise en œuvre efficace du Nigeria, efficace et dans d'autres pays africains, et aussi pourquoi le Nigeria a-t-il refusé la mise en œuvre du cadre de l'OCDE et quelles sont nos réserves sur le pilier 1. Et donc, ensuite, rapidement, nous allons encore voir, pour cela, le Nigeria peut-il continuer avec une taxe unilatérale? Que va-t-il se passer en termes de taxation, de double imposition et de collecte de données? Ça, c'est des questions que je vais essayer de répondre autant que c'est tout d'abord. Je voudrais regarder un peu, regarder en détail l'économie africaine et comment est-ce qu'en Afrique, l'espace numérique est en train de développer. Nous avons des données que d'ici 2025, c'est le PIB, l'IPB, de l'Afrique, l'IBP étant le PIB informatique ou électronique est projeté de croître d'une croissance de 5 à 6 contribuant ainsi 300 milliards de dollars à l'économie du continent. Encore une fois, nous allons parler de la connectivité, en termes d'Internet, qui est de 43 pour la population africaine. Nous donne aussi, cela fait que qu'il y ait aussi aux services numériques, économiques, bancaires et le commerce, etc. Cela nous dit donc que l'Afrique est un très grand marché pour l'économie numérique
et les entreprises de l'économie numérique. Donc, c'est pour ça qu'ils vont continuer à donc, appliquer sur donc utiliser toutes ces données, ces data et une trajectoire qui est basée sur cela ou sur les revenus, donc basée sur leur travail en Afrique. Donc, la grande question ici, c'est qu'obtient l'Afrique en retour de ce, pour toutes ces activités qui se passent dans notre espace. Et c'est pour ça que nous tenons cette discussion aujourd'hui pour discuter ensemble. Donc, qu'y a-t-il donc, pour l'Afrique à gagner ici donc, en termes de revenus? Donc, nous parlons aux nations. Les Africains pourraient, donc les nations d'Afrique pourraient obtenir jusqu'à 40 milliards annuellement à travers des taxes, des impôts sur les services numériques étrangers tels que le e-streaming, le software tel qu'il a été fait par le Kenya. En considérant le contexte nigérian spécifiquement, vous allez voir, vous verrez que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et l'une des plus grandes économies d'ailleurs en Afrique. Le Nigeria, entre 2000 et 2015, a fait 15 années, a vu son utilisation d'Internet par, par la population est passée de 6% à 47%, which is juste un peu plus bas que la Tunisie, qui est aujourd'hui à 48% selon les derniers chiffres. Vous pouvez voir que entre le premier trimestre 2024, donc pour le trimestre 1 de 2024, nous avons 164 millions de personnes qui utilisent l'Internet. Cela représente à peu près 70% de la population. Donc, nous avons, donc, la majorité de ces populations connectées sont des jeunes et des utilisateurs jeunes et très vibrants. Donc, ils utilisent beaucoup, beaucoup l'Internet. Donc, le Nigeria est un très, très grand marché pour les géants de la tech. Si nous allons plus loin, nous verrons que, bien sûr, cette discussion autour de la taxation sur l'économie numérique, c'est quelque chose qui se passe depuis un bout de temps. Donc, ça a commencé avec lorsque l'OCDE donc, est arrivé avec sa discussion, son cadre aussi, donc pour adresser l'imposition sur cela. Et à partir de cette période, il y a donc une discussion il y a des blocs qui sont nés des blocs différents donc, économiques, donc le G24, qui ont donc, une présence économique significative qu'on nous appelons le CEP, et ensuite l'OCDE, donc avec leur approche à deux piliers. Et nous avons aussi les taxes ou les impôts sur les services numériques, qui est une autre approche qui est unilatérale. Nous avons aussi l'article 12B des Nations Unies, donc qui donc cible les services numériques automatisés. Donc ça, c'est un résumé, bref résumé des différentes approches que nous envoyons dans différents pays. Et ils sont donc pour lutter où nous donc décider où est-ce que nous voulons aller avec le G20, les recommandations du G24, ou est-ce que nous regardons donc les taxes DST qui sont beaucoup plus simples à appliquer, ou on considère les approches à deux piliers de l'OCDE, comme oui, il faut admettre, et bien plus complexes que tout le reste, où nous avons besoin de considérer sinon l'article des Nations Unies. Donc ça, c'est les différentes approches auxquelles fait face le monde. Et les pays essayent de faire un choix de qui va bénéficier, qui va être bénéfique pour leurs économies, leurs économies. Je voudrais dire que, rapidement, sur la partie de la question qui m'a été posée, je voudrais donner une clarification rapide. Donc, ce que le Nigeria a en place n'est pas une taxe DST. Techniquement, ce n'est pas une DST ou une taxe DST.
Donc, bien que le Nigeria a un modèle économique de présentation que je vais essayer d'expliquer dans cette présentation. Donc, quelle est la différence entre le modèle CEP qui a été introduit en 2019 par la loi de finances? Donc, quelle est la différence entre le régime CEP et le DST? Bien sûr, les taxes sur les CEP est une taxe qui cible les profits sur les ventes des entreprises technologiques, alors que le middle tax des taxes TST cible donc une taxe sur le revenu. Donc, ce n'est pas une taxe sur les services numériques. Donc, ça, c'est une manière simple de différencier les deux. Donc, l'une est sur le revenu et l'autre est sur les rentrées. Donc, cette taxe qui est excédant les 25 millions de Naira, donc c'est-à-dire 15 millions de mille dollars. Donc, si vous avez un revenu basé sur le Nigeria d'à peu près 25 millions de Naira en nigérienne et au-dessus, vous êtes automatiquement sur la cible pour créer un établissement stable numérique. Donc, ce qui se passe, la règle qui s'applique aussi, donc pour tous les établissements stables, selon l'article 5 de l'OCDE. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est ainsi que nous pouvons différencier cela avec la taxe DST, qui est un pourcentage sur le revenu. Et donc, euh, et donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ils prennent 1 à 5 à 2 donc, sur les prestations de services numériques par les MNE. Donc, ça, c'est juste pour déterminer le contexte entre les DST, les taxes DST et ce que le Nigeria fait aujourd'hui. Donc, encore une fois, il est aussi important. La deuxième question, bien sûr, je vais regarder maintenant quand c'est dans la deuxième question. Donc, pour parler, on va parler ça. La question sont sur les facteurs de la mise en œuvre réussie de la taxation numérique au Nigeria. Bien sûr, quels sont les facteurs? Donc, premièrement, une base de taxation claire. Et donc, pour la mise en œuvre efficace de cette taxation numérique, c'est lorsque la base de taxation est claire, que même les contribuables sont clairs, ont mis clair quels sont les services qui sont assujettis à une taxe ou pas. Donc, et cela permet une meilleure mise en œuvre. Donc, tant que c'est fait que ça. Ensuite, il y a une forte volonté politique. Nous ne pouvons guère ignorer l'importance de cela, mettre en œuvre donc, des taxes sur les services numériques, bien sûr, a besoin de l'engagement du gouvernement puisque à cause des possibles retours économiques par les entreprises, surtout par certains pouvoirs qui qui ont une grande influence pour cela. Donc, aussi, le renforcement de compétences est un élément ou un facteur important pour s'assurer d'avoir une mise en œuvre efficace parce que les autorités fiscales sont bien formées sur comment identifier et s'assurer que les MNE, donc, que tous les contribuables MNE peuvent être capturés dans le système, tout cela, ça. Donc, c'est pour cela que nous avons fait aussi il y a aussi le facteur de collaboration avec les différentes parties prenantes qui travaillent avec les plateformes numériques, les conseillers fiscaux, les prestataires de services financiers et toutes les autres agences gouvernementales dans ce pays. Nous a permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, encore une fois, la deuxième question, c'est quelles sont les réserves du Nigeria sur le pilier 1? Donc, qu'est-ce qui a fait que le Nigeria n'a pas voulu se ratifier ou signer le pilier 1 de l'OCDE ou la solution, l'approche à deux piliers, mais principalement le pilier 1, bien sûr, l'une des préoccupations exprimées par le Nigeria, c'est aussi que aussi beaucoup d'autres pays en voie de développement ont exprimé, c'est que
l'étendue ou le programme du pilier 1 cible les grands MNE. Donc, comme Leila a dit, nous parlons de tout ce qui est au-dessus de 20 milliards d'euros. Donc, pour chaque commande du pilier 1. Mais cela fait que cela élimine beaucoup de grandes multinationales qui existent au Nigeria, opèrent au Nigeria. Et cela les met hors de portée et cela fait que c'est des pertes de revenus pour le système fiscal nigérien. Donc, c'est aussi l'impact de cette limitation. Et il y a aussi donc les limites de compétences. Donc, l'un des défis de la solution de pilier, c'est la complexité de la mise en œuvre, la complexité technique. Donc, ça, là, l'un des grands défis. Et ça, c'est un grand défi pour les pays en voie de développement qui déjà ont des problèmes avec les maigres ressources qu'ils ont et qui veulent donc donner la priorité à d'autres secteurs plutôt que donc consacrer leurs ressources uniquement à la taxation. Donc aussi, il y a un souci de souveraineté. L'un des soucis que le Nigeria a considéré, considérant la question de perdre donc ça, là, ses taxes ou sa souveraineté sur ce système de taxation. Et donc, cela fait pour certains pays, cela fait qu'on oblige les pays à éliminer certaines incitations ou autres. Donc, il semblerait que l'OCDE va prendre la souveraineté sur la taxation, alors que la taxation dépend des circonstances économiques. Un autre défi, c'est aussi l'arbitration obligatoire, l'arbitrage obligatoire. Donc, on doit passer par cela, ces tribunaux, donc, qui sont souvent basés hors du Nigeria. Cela sera un coût supplémentaire. Donc, donc, et il faut regarder, donc, c'est la complexité aussi du montant B des règles. Vous verrez que le montant B qui fait partie de pilier 1 est aussi compliqué. L'idée du montant B, donc, c'est ce qu'on appelle le, le marketing, les dépenses de marketing de baseline, donc les dépenses. Nous sommes désolés, il y a des coupures sur le son de l'orateur. Nous n'entendons pas toujours. Et donc, c'est sur cette base-là que le Nigeria a décidé de considérer que les règles que nous avons en place, je me rappelle qu'avant cela, donc avant la signature de ça, nous avons commencé à appliquer notre règle de présence fiscale. Et donc, c'était compliqué d'éliminer ce qu'on avait en place alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui vient, qui pourrait être à l'avenir. Donc, c'était une note très importante. Encore, en considérant la dernière raison d'en parler. Le Nigeria peut-il continuer avec uniquement une taxe comme fiscale unilatérale? Donc, dans ce cas, c'est le CEP. Et que va-t-il se passer donc, en termes de coopération sur la collecte de data et le risque de double imposition? Donc, ça aussi, je voudrais discuter un peu plus. Qu'est-ce que le CEP et comment le CEP va-t-il interagir avec le pilier 1 de l'OCDE? Donc, si vous regardez la première partie de la question, oui, la réponse à cette question reste un oui. Le, le système CEP du Nigeria peut coexister avec le pilier 1 de l'OCDE. Permettez-moi de vous expliquer ce que je veux dire. Donc, si on considère le pilier 1 de l'OCDE, ce modèle-là, donc, il y a une tentative de définir qu'est-ce qu'un régime de DST. Donc, la Convention multilatérale pour l'implémentation du montant A. Donc, un DST cible uniquement les MNE qui fournissent des services numériques. En d'autres termes, une DST va encercler uniquement les MNE et uniquement les grandes MNE, surtout les non-résidentes. Cela va se focaliser principalement sur les entreprises non résidentes et ne considère pas les autres. Donc, le DST utilise aussi des critères basés sur le marché qui sont donc basés sur l'emplacement des clients utilisateurs. Donc, cela est généré à la source. Et ça, c'est l'une
C'est l'un des critères que l'OCDE a mis. Donc, il dit que toute mesure unilatérale, que tout membre du cadre donc OCDE, donc tout membre tout membre qui a signé la convention donc multilatérale doit s'aligner avec ce critère. Et aussi le troisième, c'est que le DST contourne les traités d'imposition, ce qui est un risque élevé de double imposition. Donc c'est pour cela que nous allons trouver le MLC qui va clairement stipuler qu'est-ce que cela. Cela pour mettre en œuvre cette présence économique ne cible pas uniquement les MNE. Ça ne cible pas uniquement les MNE non résidentes. Ça cible tout le monde, toute entreprise qui fait une activité, qui a une présence économique. Aussi, la taxation DST, la CEP, pardon, cible aussi ne cible pas les chiffres d'affaires, mais le bénéfice. Donc, cela aussi dépasse, contourne les traités de taxes, imposition. Donc, c'est là, vous avez un accord de non-double imposition avec tout pays. Vous devez aussi voir que le traité de non-double imposition a-t-il spécifié, avant de mettre en œuvre le CEP. Donc, c'est clair. Donc, ça, c'est un avantage très clair du CEP vis-à-vis de la taxe DST. Donc, quels sont les avantages du cadre CEP de la perspective du Nigeria? Donc, comme j'ai dit, ça évite la double imposition. La CEP est une taxe sur le revenu, le chiffre d'affaires. Donc, elle n'est pas classée en tant que taxe DST. Même si on regarde la définition selon les critères de l'OCDE, c'est aussi une taxe basée sur les bénéfices. Alors que la DST s'applique au chiffre d'affaires, donc même si les établissements. Cela aussi, le CEP a une application plus large qui est plus bas que le pilier 1. Cela considère les sociétés qui ont un chiffre d'affaires de 15 000 dollars ou plus. Donc, ça ne cible pas que les MNE qui sont situés dans des juridictions qui pourraient faire soulever les yeux de certaines personnes. Donc, chacun des deux systèmes a ses avantages, donc même s'il a des inconvénients. L'un des inconvénients du CEP, du cadre CEP, c'est qu'il est difficile de vérifier les coûts des fournisseurs, des prestataires non résidents parce que les entreprises non résidentes ne déclarent pas leurs impôts au Nigeria. Donc, cela deviendrait difficile de cibler cela. Donc, vérifier les coûts en termes d'audit, c'est un petit défi, sera un défi, mais encore une fois, c'est une opportunité pour faire du shopping pour traiter, justement, parce que tant qu'un pays a un traité d'accord avec le Nigeria et que ce traité de non-double association n'a pas été mis à jour, modifié pour inclure ce changement, cela peut s'appliquer. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que les pays vont, bien sûr, les pays vont aller d'une juridiction à une autre où ils ont un traité de non-double imposition avec le Nigeria, juste pour pouvoir mettre cela dans ce pays. Donc, tout ça pour pouvoir bénéficier de cette règle de non-double imposition qui est d'ailleurs ça, quand on faisait ça. Un autre aussi défi, c'est le défi de l'application pour cela. On va passer rapidement. Non, maintenant, pour concevoir un modèle DSE, puisque je crois, c'est bien la focalisation de ce webinaire, c'est on regarde la Tunisie et d'autres pays qui sont dans un état d'indécision. Donc, et aussi, il faut choisir un modèle DST ou le fait qu'ils aient déjà signé sur le pilier 1. Et s'il faut considérer cela et vous regardez le DST pour pouvoir atteindre votre objectif, que la plupart des pays doivent s'assurer qu'on en a revenu et aussi d'avoir des investissements aussi suffisants et ne pas décourager. La DST va considérer
certaines questions. Déjà, il faut considérer le business model que vous voulez inclure dans votre DST. Donc, est-ce que vous regardez un modèle BTC ou un B2B, des modèles, ou est-ce que vous focalisez pour vous assurer sur la conformité? Business to customer, le B2C, un certain nombre de pays comme la Tanzanie ont mis en place un DST de 2%, mais qui se focalise sur le B2C. Et donc, le défi a été, c'est de s'assurer comment suivre ou faire le suivi. Les ventes entre les clients et les fournisseurs non résidents. Et c'est plus facile d'évaluer ou de monitorer cela pour le B2B parce que c'est des entreprises qui sont enregistrées. Et c'est plus facile de faire un audit et de vérifier qu'ils sont en train certains services pour certains non-résidents. Pas comme le BTC. Encore une fois, il faut prendre en compte quand on construit un modèle de TSN, vous devez prendre en compte plusieurs caractéristiques dans l'une. Donc, c'est pour ceux qui ne s'inscrivent dans la proche pilier 1. Donc, pour vérifier, faire face à ce défi, il faut prendre en compte seuil. Le seuil, par exemple, comme on l'a au Kenya, au Ouganda ou en Tanzanie, dans ces pays, il n'y a pas de seuil pour les non-résidents. Même si vous fournissez un service de 1 dollar dans ces pays, vous devez payer vos taxes de service. Le seuil, en fait, ne s'applique que pour la taxe s'applique pour la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, il semble qu'on ne s'attaque pas aux entreprises multinationales. Donc, par exemple, le mur. Encore une fois, quand on a l'exemple de la France, qui a une taxe sur les services numériques, bien sûr, qui vise en fait les entreprises multinationales. Donc, il faut avoir des règles, par exemple, dire 750 millions d'euros ou 100 millions de dollars. Et donc, là, on paye 25 millions d'euros. Donc, ça, c'est plus ciblé de manière automatique. Quand on conçoit les TSN, il faut vraiment faire très attention à ces caractéristiques. Donc, également, l'assiette fiscale est très importante. Il faut avoir les services qui sont couverts parce qu'on ne va pas viser un certain type d'entités qui sont de grande taille ou de moyenne taille. Il faut vous assurer d'équilibrer votre engagement avec les accords multilatéraux ainsi que votre besoin en termes de recettes fiscales et traiter les différents défis au niveau d'autres pays. Donc, encore une fois, le taux d'imposition est très important. Alors, nous avons vu des taux d'imposition entre 1,5% et 5%. Et donc, il ne faut pas que ce taux décourage l'investissement, mais également, il ne faut pas qu'il fasse du mal à l'économie. Donc, passons aux avantages et inconvénients de la TSN. On peut, comme Laila l'a montré, donc ce qui se passe dans certains pays, dans des pays, par exemple, les recettes levées sur la TSN pour le Kenya, cela nous, nous en dit long sur le potentiel que cela représente de la mise en œuvre de cette règle particulière. L'un des avantages clés, encore une fois, nous avons la problématique autour de l'infrastructure dans les pays africains. Il y a une faible capacité aussi de fiscalité. Donc, tout cela compte comme un inconvénient, en fait. J'arrive à la conclusion ici. Donc, il est important également de prendre en compte dans les pays, que les pays arrivent à trouver un équilibre entre leurs besoins locaux et les solutions globales. C'est très important de prendre en compte de quoi vous avez besoin en tant que pays et
Et dans quelle mesure vous êtes prêt à céder vos droits ou à sacrifier vos recettes fiscales en faveur d'autres pays pour ressembler, pour rester dans les bons livres ou les petits papiers de ces pays. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis encore une fois, on regarde les suggestions sur les services numériques. À l'avenir, cela va évoluer certainement avec en prise en compte de plus de coopération internationale, comme aujourd'hui nous avons le cadre des Nations Unies avec une convention qui a été convenue et agréée et avec l'Union européenne qui porte sur l'inclusivité, la plateforme de l'inclusivité et d'autres facteurs pris en compte. Et donc, il est important de considérer la digitalisation qui va dans ce sens pour trouver de meilleures façons d'optimiser les avantages ou les bénéfices. Il est important également de soutenir ou de renforcer l'infrastructure locale, que ce soit à travers si vous choisissez les mesures unilatérales ou multilatérales, il est important d'avoir une infrastructure évoluée pour gérer l'aspect lié à la conformité fiscale. Encore une fois, en conclusion, je dirais que sur la TSN, qui est souvent on la voit comme étant ciblée sur les grandes entreprises multinationales, comme l'exemple en France, mais couvre en fait d'autres activités, l'approche hybride. Il faut arriver à créer une présence significative. Il faut assurer donc une bonne taxation large sans être en conflit. Donc, les pays africains ont investi largement dans les services numériques, dans l'achat de logiciels pour simplifier les processus de déclaration et de paiement pour les fournisseurs non résidents. Et ça, c'est très important à prendre en compte pour les pays résidents quand ils choisissent l'approche à mettre en œuvre. Donc, je vais conclure également en disant que je vais vous montrer ce diagramme qui montre tout en fait, la bataille ici. Les, on voit ici donc tout le monde qui est en train de regarder, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer pour eux-mêmes, pour leur pays. Et alors, dans votre réflexion sur la taxation sur les services numériques, en particulier en Tunisie, il faut faire attention à équilibrer les aspects liés à la politique et les recettes qui vont revenir à votre pays. Maintenant, je conclus ma présentation. Merci beaucoup pour cette opportunité, encore une fois. Merci, docteur, pour cette présentation de l'expérience du Nigérian concernant les taxes sur les services numériques. Et merci d'avoir établi la différence entre la taxe directe du service numérique et le modèle appliqué par le Nigeria. Et là, je prends la traduction de Raoul qui parle de taxes sur les services importants. La dernière image est très importante, très parlante. Et quand il s'agit de choisir un modèle d'approche unilatérale ou multilatérale, il y a un aspect de politique et qui porte sur la démocratie de ces cadres qui mettent en place ces taxes, ces cadres fiscaux globaux. Et étant donné que les pays d'Afrique et les pays du Sud, de manière générale, ne contribuent pas à l'établissement de ces règles, donc forcément, ces règles ne vont pas être à leur avantage, bien sûr. Bien sûr, également pour ces recommandations portant sur les caractéristiques qui doivent être mises en place pour un système fiscal efficace, entre autres, une base fiscale identifiée, la volonté politique et la capacité de l'administration fiscale à appliquer cet impôt.